Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petite vidéo papotage lecture du lundi. Aujourd'hui je vais vous parler de deux ouvrages, donc un en e-book qui s'appelle Myth University de Robin Max Chavalan, donc que j'ai lu sur Kindle. Et le deuxième, c'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Voilà. Alors vous allez me dire, là on est complètement aux antipodes entre la romance e-book et la littérature classique. Pas tant, mais on va en parler dans cette vidéo. Je vous mets dans la barre de description un timer pour que vous ayez vraiment le chapitre sur Myth University et l'autre chapitre sur Princesse de Clèves. Donc après, c'est sûr que je préfère que vous regardiez toute la vidéo en entier. Mais s'il n'y a qu'un des seuls ouvrages qui vous intéresse, eh bien, vous n'avez qu'à aller dans la barre de description, vous cliquez sur le temps, le timer que je vous ai mis, et du coup, vous aurez accès qu'à la partie qui vous intéresse de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben rien. Donc on va commencer avec donc Myth University de Robin Max Chavalan. Je ne connaissais pas du tout cette autrice et franchement j'ai apprécié. J'aime bien. D'ailleurs, je crois que j'ai mis dans ma bibliothèque de e-book d'autres livres de cette écrivaine. Voilà. Donc certainement que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc comme d'habitude, je vais vous faire le petit bilan en vous faisant le résumé du livre. J'ai du mal à parler. Pour quel public j'estime qu'il est fait, mon personnage préféré, celui que j'ai moins aimé, celui que j'aurais voulu connaître un peu plus, ce que j'ai apprécié dans ma lecture, ce que j'ai moins aimé, le book boyfriend, donc le prota masculin, est-ce que s'il sonne chez moi, je laisse entrer ou non? Est-ce que la protagoniste féminine pourrait être ma copine et si je conseille ou non cette lecture. Voilà un petit peu comment ça va être découpé pour chacun des deux livres. Donc pour Myth University, donc on est sur une histoire, donc il y a de la différence d'âge, il y a de la relation enemies to lovers, il y a de la différence d'âge, on est dans un milieu universitaire. Et donc en plus sur de la relation interdite puisqu'on est sur une histoire qui se crée entre un doyen et une étudiante de l'université. Voilà. Allez, pour le résumé, donc c'est le résumé du site Booknode. Voilà, c'est le site de référence pour moi quand je recherche des informations sur un livre, savoir le nombre de tomes par exemple qu'il y a, ou que je veux avoir le résumé d'un livre quand par exemple j'ai que le titre. Donc voilà, je vais généralement sur ce site-là. Voilà. Alors, le résumé. Condamnée à des heures de travaux d'intérêt général, Sienna se voit contrainte de passer son été à être l'assistante du nouveau doyen du Mythe, donc dans l'université où elle étudie. À 30 ans, alors là c'est 32 ans en vrai, mais bon. À 32 ans, du coup je rectifie. À 32 ans, Samuel est un acharné du contrôle qui possède un QI égal à son charisme, c'est-à-dire surdimensionné. En recherche de défis permanents, il accepte avec enthousiasme le poste qu'on lui offre, donc le poste de doyen pour la section ingénierie de l'université. Si Sienna est une brillante étudiante en biologie, elle est également têtue et bien trop attirante pour la paix de son esprit. Samuel, lui, représente tout ce qu'elle déteste, quoique assez sexy pour retenir bien malgré elle son attention. Entre eux, c'est l'affrontement immédiat, teinté d'un désir aussi bouillonnant qu'interdit. Il est son patron, elle est la fille du sien. Oui, parce qu'en fait, du coup, Sienna est la fille de la présidente de l'université, donc la patronne de Samuel. Il a 12 ans de plus qu'elle. Elle n'a même pas encore la majorité pour boire de l'alcool. Oui, parce qu'en fait, Sienna, donc quand l'histoire se passe, elle n'a pas encore 21 ans, elle n'en a que 20. Et lui, 32. Et les rumeurs vont si vite. Obsédés l'un par l'autre, ils vont enfreindre toutes les règles et prendre tous les risques jusqu'à déclencher peut-être le plus gros scandale que le Mythe n'ait jamais connu. Donc voilà un petit peu pour le synopsis, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance du livre. Alors, donc là on y retrouve vraiment une relation qui commence mal entre les deux personnages, puisqu'on va dire que le premier contact, eh bien, il se passe pas très bien. Donc, on est déjà sur deux personnages qui, entre guillemets, le jour où ils se rencontrent, ils se trouvent canon chacun de leur côté. Elle le trouve canon, il le trouve
il la trouve canon, mais concrètement, en termes de caractère et de personnalité, ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Sienna, elle, donc c'est la fille de la présidente de l'université dans laquelle elle étudie, et dans laquelle, du coup, Samuel, le nouveau doyen pour le secteur ingénierie, vient travailler. Et il s'avère que Sienna est une grande activiste environnementale et pour la cause animale. Et donc on commence le livre où Sienna s'est mise nue dans une cage dans un jardin public pour pouvoir, pour pouvoir parler de la cause animale, donc surtout par exemple des poules qui sont dans les élevages en fait, dans l'élevage intensif, voilà. Donc évidemment, déboire avec la justice, sauf que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Donc finalement, bien là, ça se passe pas comme d'habitude. Elle se retrouve à faire des tiges, donc du travail d'intérêt général. Donc sa mère décide de la mettre comme assistante au nouveau doyen qui arrive, donc il s'appelle Samuel, qui a seulement 12 ans de plus qu'elle. Évidemment, le mec, il est beau, il est sexy, il est grand, il est canon, méga intelligent. Il a un CV long comme le bras, alors que, voilà, il a à peine la trentaine. Riche, tout ce que vous voulez. Enfin bon, bref, le mec, il a tout pour lui, quoi. Voilà. Et il a aussi un ego quand même assez surdimensionné, mais c'est aussi parce qu'il a un QI tellement élevé qu'on va dire qu'en termes d'interaction sociale, c'est un petit peu sa petite faiblesse, quoi. Il a un petit peu du mal à comprendre comment l'humain commun, avec un cerveau commun, réfléchit et pense. Voilà, mais bon. Alors Sienna, elle aussi, est très futée. Elle suit 2 cursus universitaires en même temps. En plus, donc elle est activiste environnementale, donc elle travaille dans un refuge pour animaux. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui a de très bonnes notes, qui travaille très bien, mais qui a un sacré caractère et qui malheureusement fait pas toujours les choses de la bonne manière. Et comme l'ancien doyen est parti avec l'assistante qu'il avait, eh bien le nouveau doyen, du coup Samuel, se retrouve sans assistante. Et donc là, on a la fin des cours, donc au début de l'été, mais lui, Samuel, doit travailler l'été pour pouvoir préparer l'année suivante. Voilà. Et donc, Sienna se retrouve, grâce à sa mère, à être l'assistante de Samuel. Voilà. Donc forcément, ça se passe pas très bien, puisque les deux sont un petit peu aux antipodes l'un de l'autre, sachant que, du coup, Samuel est pour tout ce qui est ingénierie, évolution de l'intelligence artificielle, tout ce qui est, tout ce qui est travail mécanique et tout ça, tout ce qui est technologique. Et finalement, Sienna, elle est plutôt tournée vers la nature, l'environnement et les animaux. Donc déjà, au premier abord, ils n'ont pas grand-chose en commun, sachant que du coup, Samuel, lui, de par son côté très intelligent, il a un peu des fois des réflexions de robot, il manque un petit peu de tact, il va pas forcément faire attention à dire bonjour, merci, au revoir, ça rentre pas dans ses codes, on va dire. Et Sienna, elle, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, qui a pas envie qu'on lui donne des ordres et qui est quand même énormément sur la défensive puisqu'il faut toujours qu'elle fasse ses preuves. Et là, en plus, elle se retrouve dans un taf où elle a pas vraiment envie. Ses copines, elles, sont parties en vacances, donc ses 2 meilleures amies avec elle en colocation, et elle se retrouve à bosser pour un mec que ok, elle trouve méga sexy et méga beau, mais en gros, elle peut pas le blairer, quoi, clairement. Voilà. Et puis lui, de son côté, il se retrouve avec la fille de la présidente, donc de la patronne en fait, et il apprend un petit peu au début pour une espèce de gosse de riche qui, a pas grand chose dans la tête, qui va plus être un frein à son travail plutôt qu'une aide précieuse. Ce qui s'avère au final faux, puisque Sienna s'avère être une excellente assistante, et lui, il se retrouve à être finalement très complémentaire en termes de travail. Voilà. Et donc, au fur et à mesure des semaines, il y a une attirance entre les deux qui est clairement là. Et donc, ils vont au final avoir une relation. Voilà. Je vous en dis pas plus, puisque après, si vous le lisez, je vais pas forcément vous spoiler toute l'histoire. Alors, pour quel public? On est sur de la romance. Il y a du smut, il y a des scènes de ping-pong... assez décrite quand même, donc clairement, moi c'est pour un public averti, je dirais pour quelqu'un de majeur et mature, voilà, c'est mieux. Si vous le lisez avant, sachez que il y a quand même pas mal de scènes, il joue au ping-pong, quoi.
Vous avez compris. Donc en fait, il y a quand même pas mal de descriptions et tout. Donc bon, il faut quand même, entre guillemets, avoir la maturité nécessaire pour avoir ce type de lecture. Voilà. Donc moi, je dirais plutôt pour un public majeur. Voilà. Alors, mon personnage préféré de l'histoire, j'ai pas tant. J'ai aussi bien aimé Sienna que Samuel. On va dire à égalité, j'ai pas préféré plus l'un que l'autre. Donc j'ai pas forcément de personnage préféré pour cette histoire. Le personnage que j'ai le moins aimé, alors je dirais c'est peut-être un des professeurs, je crois qu'il s'appelle le professeur Lawrence, qui est un petit peu abrupt on va dire, et bon il a deux trois réflexions dans le livre que je trouve un peu limite, mais bon on le voit très peu en fait, c'est vraiment un personnage très 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 secondaire. Donc bon, voilà, c'est si c'était pour citer quelqu'un, je dirais le professeur Lawrence qui est un des professeurs de Siena. Voilà, avec qui elle a deux trois interactions qui sont pas hyper cool. C'est pas le mec le plus sympa et le plus comment dire, le plus fin du monde quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour le personnage que j'aurais voulu connaître plus, je sais pas trop, je trouve que en fait après l'histoire est très axée sur Samuel et sur Sienna, donc il y a des personnages secondaires, donc il y a les deux meilleurs amis de Sienna par exemple, et les deux frères de Samuel. Il y a aussi les parents de Sienna qui sont là, mais est-ce qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot et que j'aurais voulu apprendre à connaître un petit peu plus? Pas vraiment. À la limite, peut-être le personnage. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Derek. Je crois que c'est le mec en fait qui bosse dans le refuge animalier avec Sienna, et c'est un peu celui avec qui elle fait les actions activistes. Donc voilà, lui il est dans l'histoire, c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment, mais du coup ça aurait peut-être été pas mal de développer un peu plus le personnage pour qu'on comprenne mieux comment Sienna en est venue peut-être aller travailler au refuge avec lui, comment il travaille, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment obligatoire. Clairement en fait l'histoire elle est très bien sans avoir ça dedans, mais s'il faut citer un des personnages, peut-être Derek, je crois qu'il s'appelle Derek, hein, celui qui bosse avec Sienna au refuge en fait, voilà. Ce que j'ai apprécié de ce livre, alors l'histoire déjà, alors bon c'est un peu du classique, hein, voilà le mec est doyen, évidemment c'est pas un vieux crouton de 70 ans avec pas de cheveux et des vieilles lunettes qui vient, évidemment le gars il a 32 ans, il est canon, il est riche, il est hyper intelligent, enfin bon voilà il a tout ce en fait presque le mec n'a pas de défaut quoi. Donc voilà, elle évidemment, elle est belle, elle est canon, elle est super intelligente, tout ce que vous voulez, elle est badass, voilà, la nanana, tout ce qu'il veut pour elle aussi, elle est riche, voilà, bon bref, entre guillemets, c'est l'histoire un peu cliché. Après voilà, c'est le truc, on peut pas se blairer, et puis finalement, hop, il s'avère que bon, on trouve quand même un terrain d'entente. Donc on va dire que l'histoire est pas vraiment originale, que c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà vu, mais ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que c'est vraiment sur un ton d'humour très agréable. Vraiment, j'ai adoré la plume de l'auteur. C'est bien écrit, c'est fluide, c'est pas vulgaire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment le fait qu'on ait les deux points de vue, et de Sienna et de Samuel. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'apprécie, ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'apprécie quand on a plusieurs points de vue, et notamment au moins des deux protagonistes principaux, quand l'histoire n'est qu'à travers les yeux de la protagoniste féminine ou protagoniste féminin. Je trouve que c'est un petit peu dommage, ça manque un petit peu de profondeur. Enfin, en tout cas, je trouve que on crée plus de liens de cette façon-là. Et puis avec les deux personnages plutôt qu'avec un seul. Donc ça j'ai apprécié, puisque on est autant dans la tête de l'un que de l'autre. Donc on comprend en fait ce qui les rapproche, l'attirance qu'ils ont, et en même temps pourquoi ça clash aussi quoi. Donc ouais, moi j'ai plutôt bien aimé ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et puis oui voilà, il y a beaucoup d'humour dans la façon d'écrire, les interactions par exemple qu'ils ont, alors lui avec ses frères ou elle avec ses meilleurs amis. Donc l'humour dans le livre j'ai bien aimé. Et puis voilà, le fait que ça soit juste un seul tome, donc un one shot comme on dit, parce que le livre ne demandait pas à être développé plus que ça quoi. Donc le fait qu'il y ait qu'un seul tome, c'est très bien. Voilà, donc après il y a un épilogue à la fin, bon c'est cool, bon c'est un peu... c'était pas forcément utile, mais bon voilà, c'est cool quand même, voilà. Ce que j'ai moins aimé dans le livre... alors je dirais peut-être le trait de caractère un peu de Samuel, où des fois il parle un peu trop quoi.
Alors à la base, c'est censé être le mec, bon, hyper intelligent, on va dire moitié geek, donc à la limite, en général, c'est plutôt des mecs qui parlent pas vraiment. Et au final, bah alors au moment où il devrait parler, bah, il a du mal à s'exprimer. Et là où il faudrait qu'il parle un peu moins, surtout notamment dans les scènes de ping-pong, où on a envie de dire bon tais-toi, juste fais ce que t'as à faire, bon bah il parle un peu trop quoi. Voilà. Donc on va dire c'est un peu juste un trait de caractère que j'ai un peu moins apprécié chez le personnage. Mais après, au niveau du livre, j'ai rien à dire. Je peux pas dire qu'il y a quelque chose que j'ai moins apprécié, puisque bah, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé comment c'était amené. Bon, sans douter un petit peu de comment ça allait se terminer, mais voilà, plutôt sympa. Les personnages sont sympas, tout est quand même assez cohérent. L'histoire, au final, elle se passe très très vite, puisque ça se passe vraiment sur une période de, allez, 2 mois et demi à peu près. Donc les choses vont très vite. Mais voilà, à part ça, rien de particulier à dire. Je peux pas forcément dire quelque chose que j'ai moins aimé. J'ai apprécié cette lecture, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce que j'ai moins aimé. Alors, le mec, donc Samuel, s'il vient sonner à la porte, est-ce que je laisse entrer? Carrément. Alors vous savez, mon amour pour Hadès, de Hadès et Perséphone, vous savez que c'est mon book boyfriend de ouf, c'est mon crush ultime. Bon, je dirais que Samuel, il peut arriver en dessous d'Hadès. Pour l'instant, il va être dans le top 3. Je n'ai pas de troisième pour le moment, mais il n'empêche que Samuel arrive en seconde place. Le mec est hyper intelligent, j'aime bien sa façon d'être. Alors après, il a ses petites faiblesses que vous allez découvrir si vous lisez ce livre, donc je vous laisserai les découvrir. Mais au final, ça en fait un personnage encore plus attachant. Donc ouais, moi j'adhère, physiquement j'adhère aussi, donc clairement, oui, il rentre sans problème, les amis, sans problème. Sienna, du coup, est-ce que ça pourrait être ma copine? Alors oui, parce que bah du coup, le fait qu'elle soit activiste environnementale, qu'elle défende la cause animale et tout, bah ça me parle, puisque bah voilà, moi j'aime beaucoup les animaux, je suis végétarienne, j'ai horreur qu'on fasse du mal aux bêtes, tout ce qui est élevage intensif et tout, c'est un truc pour moi que je trouve que c'est horrible. Donc voilà, je suis pour le bien-être animal et pour les considérer comme autre chose qu'un simple objet ou un simple truc qui traîne dans la maison là, que vous nourrissez et voilà. Mais elle est un poil butée quand même. En fait, on voit quand même qu'il y a un petit manque de maturité et qu'elle est énormément sur la défensive. Elle est voire un peu trop. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on comprend pourquoi elle a cette manière de réagir. Donc on ne lui en veut pas. Et je trouve qu'elle évolue quand même dans le livre. D'ailleurs, les deux personnages se font évoluer l'un et l'autre. Donc oui, Sienna, on va dire, elle pourrait être plus ma copine en fin de livre qu'en début. Même si au début je la trouve super drôle, voilà, voilà, c'est la nana, elle est intelligente, elle est badass, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle a pas peur de se mettre en action et de se mettre en avant malgré bah, sa position, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même la fille de la présidente de la Meet University, donc elle est pas n'importe qui non plus, elle est connue, les parents aussi, puisqu'en plus bah, son père lui est un ancien joueur de football très très reconnu. Donc bon, voilà, il faut qu'elle fasse sa place. Elle la fait pas forcément de la bonne façon, mais en tout cas, pour moi, c'est le personnage j'ai beaucoup aimé. Donc oui, ça pourrait être ma copine. Et enfin, donc, est-ce que je vous le conseille ou pas? Moi, je vous le conseille. Clairement, j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à le lire. J'en ai parlé déjà à 2 de mes amis qui aiment bien ce type de lecture-là. Je leur ai dit, c'est une pépite, surtout, lisez-le. Donc, surtout, n'hésitez pas. En plus, bah, si vous avez l'abonnement Amazon Prime, vous l'avez gratuitement sur Kindle. Donc, n'hésitez pas à y aller puisque ça fait partie des lectures Prime auxquelles vous avez accès. Donc, surtout, n'hésitez pas parce qu'en plus, bah, vous pouvez le lire de manière gratuite. Et si vous n'avez pas Amazon Prime, bon, bah, vous pouvez juste le louer. Je crois qu'il est pas très cher. Il doit être dans les... je peux vérifier. Mais je crois qu'il doit être dans les 3-4 euros, un truc comme ça, je pense. Ah ben si, ça, je peux vous le dire de suite. Je crois que j'ai les prix là. Attendez, je remonte. Sur Amazon... où c'est que j'ai les prix? Alors, il est à 10,60 €. Non, ça c'est... Alors, si vous l'achetez en livre, il est à 19 €. Mais si vous l'avez en format Kindle, donc si vous n'avez pas l'abonnement Amazon Prime, il est à 5,99 €. Voilà. Mais pour ceux qui ont l'Amazon Prime, il est gratuit. Il fait partie de la bibliothèque auquel vous avez accès avec l'abonnement. Donc, bah, surtout, n'hésitez pas. Hein,
parce que vraiment ça vaut le coup, il est à découvrir. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc oui, je vous la conseille largement. Voilà les amis. Alors du coup maintenant, on passe à la partie 2 de la vidéo. Je vais vous parler de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors c'est un livre qui a été publié anonymement en 1678. Donc là on est sur de la littérature classique. Ce livre-là, je l'avais déjà lu quand je faisais mon bac littéraire. Il me semble bien que je l'ai lu. Et alors pourquoi je l'ai relu? Donc je vais vous raconter une petite anecdote avant de vous parler du livre. Ce qu'il s'est passé, pourquoi j'ai repris cette lecture, donc je l'ai acheté sur Vinted d'occasion. Voilà, pour vous dire, je l'ai acheté 1 euro. Donc vraiment, vous pouvez le trouver pas très cher. Je pense que même si vous êtes, si vous avez un abonnement bibliothèque, vous allez le trouver. Je pense que c'est quasiment certain. Alors, pourquoi j'ai relu cet ouvrage? Alors, il y a une dizaine de jours, je scrollais sur Instagram. Voilà, tout bêtement, j'étais en train de scroller et je tombe sur une vidéo, donc où il n'y avait pas le son, où je vois un cher jeune homme avec un livre dans la main et donc qui avait pour titre, donc sur le reel, ils avaient marqué le livre que j'ai le moins aimé ou une lecture que j'ai détestée, un truc dans le genre. Donc évidemment, titre accrocheur, je fais quoi? Je m'arrête sur le reels et donc je mets le son à la vidéo. Et là, donc il y a ce jeune homme qui parle de cette lecture et qui dit voilà que en gros La Princesse de Clèves c'est survendu, que franchement le livre il est hyper ennuyeux, qu'il a pas du tout aimé cette lecture, blablabla. Bla. Donc je me dis ouais ok. Alors au début La Princesse de Clèves, donc évidemment je connais puisque j'en ai entendu parler, puis j'ai fait un bac L donc j'en ai entendu parler et je me dis mais c'est bizarre parce que moi il me semble que je l'ai lu et j'ai pas le souvenir que j'avais pas aimé. Mais bon. Après, voilà, donc je m'attache pas plus que ça, je me dis, ouais, ok, bon, ben il a pas aimé, ok, cool, il n'y a pas de problème, hein. Les goûts et les couleurs, en matière de lecture et autres, voilà, ça se discute pas, on va dire. Donc je passe, donc hop, je continue, je revaque à mes occupations et tout, machin. Le lendemain, donc 24 heures plus tard, j'écoute en podcast, donc la vidéo de Yéna, de la chaîne Soul Shadow, qui a fait un contenu où elle décrit sa bibliothèque idéale en 20 livres. Donc je me dis, ah ouais, cool, je vais aller voir. Donc j'écoute cette vidéo en podcast et donc il y a, je sais plus lequel, mais il y a un moment donné où c'est la lecture que j'ai le moins aimée ou la lecture la plus surcotée, enfin un truc dans le genre. Et donc là, je la réentends reparler de La Princesse de Clèves. Je me dis, attends, c'est fou Et puis elle redit la même chose que le gars, donc elle est du même avis que lui, mais il n'y avait pas de corrélation. Elle parlait absolument pas de ce qu'elle a vu sur Instagram ou quoi, parce que je pense que la vidéo elle avait faite même avant. Je ne sais même pas de quand datait le Reels, peut-être que moi je l'ai vu genre il y a 10 jours, mais peut-être que le truc avait été fait il y a 6 mois, je n'en sais rien. Et donc en fait là pareil, elle dit oui, alors ça c'est pareil, je l'ai lu quand elle était plus jeune, mais pareil, elle trouve surcoté, voilà, parce que c'est vendu comme le premier livre psychologique, enfin l'un des premiers romans psychologiques de la littérature. Et donc elle dit, bah écoute, elle nous dit que clairement elle s'ennuyait, qu'elle a pas aimé cette lecture, que c'est surcoté, blablabla. Je dis purée, c'est bizarre, moi j'ai absolument pas, j'ai pas cette image-là de ce livre, quoi. Moi il me semble bien l'avoir lu et que j'avais pas trouvé nul, quoi. Donc, comme j'avais entendu 2 fois entendu parler de La Princesse de Clèves, je me dis, je vais me refaire mon avis, parce que clairement, ça fait quand même 2 fois en 24 heures que je réentends parler de ce livre, sachant qu'il n'y avait aucune corrélation entre ce que j'ai vu sur Instagram et sur cette vidéo YouTube, où je vous dis, elle présente 20 livres. Donc sur 20 livres, je pense que des livres qu'elle n'a pas aimés, qui sont surcotés, il y en a des millions, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour qu'on retombe encore sur La Princesse de Clèves, la coïncidence est quand même grosse. Donc je me dis, bon, il doit y avoir quelque chose. Du coup, je commande sur Vinted le livre. Je le trouve rapidement à 1 euro, bim, je l'achète et je le commande. Je me dis, comme ça, je vais le lire en le prenant. Pas de souci. Finalement, le lendemain, donc le surlendemain, donc ça s'est passé en 3 jours. Genre par exemple, j'ai vu le Reels sur Instagram le jeudi. Le vendredi, j'ai écouté la vidéo podcast de Yéna, Soul Shadow. Je peux pas vous dire qui a fait le Reels le premier, je me souviens pas du nom du gars, du nom du compte. Et le samedi, j'étais en train de lire donc le livre Le Médium de Julia Salvador. D'ailleurs, je vous en ai parlé de ce livre dans la vidéo précédente. Donc, si vous voulez en entendre parler, eh bien, il faut regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas fait.
Et donc c'était un thriller, on va dire, psychologique et sentimental. Voilà, donc il y a toute une histoire avec voilà, un serial killer, machin, tout ça, nanana. Bref, je vous refais pas l'histoire, vous avez qu'à regarder la vidéo précédente si vous voulez en savoir un petit peu plus. Livre qui est très bien. Et donc dans ce livre, il y a une scène donc où les deux protagonistes principaux, Joanne et comment s'appelle déjà la fille, Zoé, je crois. Donc Zoé et Joanne, donc les deux personnages principaux, se retrouvent dans une chambre chez l'habitant, voilà, chez un couple d'agriculteurs qui les loge pour la nuit. Et finalement, quand ils rentrent dans la chambre, il y a Zoé qui commence à regarder un petit peu autour d'elle, et elle voit que sur la table de chevet, il y a un livre de posé. Et là, je pense que vous avez deviné quel livre était posé sur la table de chevet. La princesse de Clèves. Alors je sais pas vous, mais moi quand ça fait 3 jours que j'entends parler de la princesse de Clèves, sachant qu'il n'y a aucune corrélation entre les 3 sources d'informations, que je n'avais fait absolument pas de recherche sur ce livre-là, que je n'en avais pas entendu parler avant, et que depuis je n'en entends plus parler. Parce qu'il y a ça aussi, depuis du coup que je l'ai acheté, et que j'ai lu ce livre où on en parle dedans, mais vraiment c'est, en gros c'est un détail comme si elle aurait pu dire, ah ben il y avait un livre de posé, c'était Le Rouge et le Noir de Stendhal, ou c'était Le Malade imaginaire de Molière. Vous voyez, en fait il y avait genre, l'auteur a choisi ce livre-là comme ça par hasard. Peut-être parce qu'elle aime ce livre-là, je n'en sais rien. Mais il n'empêche qu'il n'y avait aucune corrélation entre l'histoire globale, donc du livre Le Médium, et la princesse de Clèves. Rien du tout. 3 jours de suite, on me parle de ce livre. Donc, ça m'a confirmé qu'il fallait que je le lise. Donc, je l'ai lu. Voilà. Petite histoire sur, voilà, petite story sur la princesse de Clèves. Donc, l'ayant reçu la semaine dernière, j'ai lu la princesse de Clèves. Donc, je vous fais le synopsis. Donc, le résumé de l'histoire, si vous ne le connaissez pas. On est à la cour du roi Henri II. La princesse de Clèves, jeune mariée, est présentée au duc de Nemours, qui lui fait forte impression. Déchirée entre un mari qu'elle n'aime pas, mais à qui elle a juré fidélité, et l'élan qui la pousse vers le duc, elle veut aimer sans trahir, aspire au bonheur, et ne peut brader sa vertu. Du devoir ou du désir, lequel aura le dernier mot. Considérée comme l'un des premiers romans psychologiques, La princesse de Clèves est aussi l'un des plus beaux livres d'amour de la littérature française. Rien que ça, les amis. Alors, donc comme vous l'avez compris, on est à la cour du roi Henri II. Alors ce livre déjà est sur des bases historiques puisqu'on a tout quand même, on va dire, on a des détails. Alors je pense qu'il y a de l'historique et il y a du romancé. À la cour du roi Henri II, donc avec ses maîtresses, la reine, voilà, la Madame la Dauphine, machin, enfin bref, les petits trucs d'espionnage, les petits trucs de chichi-pompon entre les deux, les trahisons, ceux qui s'aiment bien, ceux qui s'aiment pas, ceux qui font alliance juste par profit, et ceux qui font alliance parce que finalement ils sont amoureux. Voilà, la cour du roi, quoi. Donc déjà, là, on est dans un truc, dans un climat où il se passe déjà plein de choses, où on est dans de la manigance, dans de la trahison, dans de l'espionnage, dans tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Sur ce, arrive à la cour Mademoiselle de Chartres, donc qui deviendra la princesse de Clèves, arrive à la cour avec sa mère. Voilà, Madame de Chartres. Madame de Chartres a toujours dit à sa fille que de toute façon l'amour en gros ça n'existait pas, que les hommes on pouvait pas leur faire confiance, qu'ils étaient tous infidèles, qu'ils étaient amoureux un jour mais qui nous laissaient tomber vite après, qu'il fallait pas chercher à vouloir amour et fidélité et dire ben je me marie par amour, ça ne sert à rien tout ça, il faut se marier simplement parce que c'est un bon plan plutôt que parce qu'on est amoureux ou quoi, parce que ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Donc en gros déjà Mademoiselle de Chartres a été un petit peu éduquée sur le fait que le véritable amour n'existe pas, que les hommes sont incapables de véritablement aimer une femme et leur femme et en plus toute leur vie, donc il ne faut pas leur faire confiance, mais voilà, à l'époque il fallait forcément se marier puisque être célibataire c'était très très mal vu. Donc
Mademoiselle de Chartres vient à la cour dans l'optique de trouver un mari. Mais bon, plutôt un bon parti plutôt qu'un mari qu'elle aimerait et qui pourrait l'aimer. Voilà, on est d'accord. Sur ça, on est ok. Donc la princesse de Clèves, au début, elle arrive, machin, donc évidemment, comme elle est belle et tout, magnifique, elle fait beaucoup d'émules. Il y a tous les beaux gosses de la cour de Henri II qui commencent à lui courir après, ils veulent tous se l'épouser, sauf que soit ils sont pas assez bien pour sa mère, soit d'autres de la cour ne veulent pas qu'il l'épouse parce que soit ils sont en alliance, soit machin, soit il y a de la jalousie, blablabla, bref, du coup il y a des plans qui ne se font pas. Et finalement, un jour, en allant faire des emplettes, Mademoiselle de Chartres rencontre le prince de Clèves. Le prince de Clèves, donc lui, c'est un jeune homme bien fait. Donc dans le livre, il est vraiment décousu comme le mec jeune, beau, voilà, bien fait, intelligent, sympa. Enfin, le mec, c'est vraiment le bon parti, quoi. Voilà, il est propre sur lui, il est bien, il est sérieux. C'est voilà, le mec est cool, quoi. Il est bien sous tout rapport. Et là, quand il rencontre la princesse de Clèves, il tombe éperdument amoureux d'elle. Clairement, il a un pur crush pour Mademoiselle de Chartres. Et donc, il veut savoir qui c'est, puisqu'il ne la connaît pas. Et comme elle vient d'arriver à la cour, donc il se renseigne et tout. Et finalement, il veut l'épouser. Parce que là, clairement, il a un crush, il sait qu'elle est célibataire. Donc il se dit, ah non, banco, moi je suis fou d'elle, il faut absolument que ça devienne ma femme. Sauf que son père n'est absolument pas d'accord. Voilà, il veut pas qu'il épouse Mademoiselle de Chartres parce que c'est pas le premier de la fratrie, je sais pas quoi, enfin bref, histoire de bourgeoisie, de noblesse, voilà. Donc en fait, quand son père est contre. Donc le prince de Clèves est deg, voilà, mais finalement il est obligé de faire ce que son père veut. Donc il laisse tomber un temps. Sauf que quelques mois plus tard, ou oui, je crois que c'est quelques mois plus tard, le père du prince de Clèves décède. Alors le prince de Clèves est triste. On va pas se mytho, mais il n'empêche que là, il se dit, ben voilà, là, en fait, il n'y a plus rien qui m'empêche d'épouser Mademoiselle de Chartres. Sachant qu'elle, entre-temps, n'avait toujours pas trouvé de mari. Donc, elle était toujours ok, elle était toujours disponible, on va dire. Donc, en fin de compte, il fait en sorte de la demander en mariage. Et donc là, la mère, donc Madame de Chartres, la mère de Mademoiselle de Chartres, lui demande son avis. Et puis ben, là, en fait, Mademoiselle de Chartres lui dit, bah oui, en fait, on va dire que de tous, c'est le moins pire. Voilà, il est bien fait, machin, tout ça, il est gentil. Bon, c'est pas le coup de foudre, mais on va dire que ça sera le moins pire de tous. Donc allez, ok, banco. Donc la mère est ok, elle donne son consentement, et finalement, ils se marient. Sauf que le temps, donc on va dire qu'il se marie, le temps que tout ça se passe, à la cour, on parle d'un homme qui s'appelle le duc de Nemours, qui est lui, the beau gosse de la cour Henri II, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est le gars, voilà, qui plaît à toutes les nanas, elles lui courent tout après, elles aimeraient bien se le marier, mais lui, très peu pour lui, il a autre chose à faire, il court après plusieurs nanas, enfin bref. C'est le gars à connaître, quoi. Voilà, c'est the beau gosse de la cour. Sauf que, avant de se marier, la princesse du coup, Mademoiselle de Chartres en avait entendu parler, puisque elle, entre-temps, elle s'est fait très copine avec Madame la Dauphine, donc une des grandes dames de la cour. Et donc tout le monde lui parlait de ce gars-là. Mais elle a jamais vu, en fait. Donc elle savait pas qui c'était. Donc tout le monde en faisait que des louanges. Toutes les nanas étaient, oh là là, il est trop beau, il est trop cool, il est trop génial, machin, tout ce que vous voulez. Mais en fait, elle savait pas qui c'était. Donc en fait, en plus, Mademoiselle de Chartres, elle, c'est un peu la nana qui s'en fichait. Elle est très, très vertueuse, très machin, très, très sage dans son truc et tout. Elle est venue juste pour se marier. Elle cherche pas les embrouilles. Elle rentre pas trop dans les affaires. Elle bataille pas trop, quoi. Voilà. Donc, en fin de compte, elle ne le rencontre pas. Elle sait qui c'est. Elle en a entendu parler, mais elle ne le rencontre pas. Elle se marie donc au prince de Clèves, donc tout se passe bien. Bon, alors lui, toujours fou amoureux d'elle, donc il comprend bien que c'est pas réciproque, que elle l'a épousé parce que bon, c'est un bon parti, qu'il faut qu'elle se marie, mais il comprend bien que bon, pour l'instant, c'est pas réciproque, quoi. Donc il fait quand même en sorte de dire, voilà, de lui plaire et tout ça. Il essaie de faire naître des sentiments chez elle, mais il se rend bien compte que, ok, elle aime bien, elle est fidèle, elle se comporte bien, c'est une bonne épouse, mais bon, voilà. Elle aime bien, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas plus que ça. Donc,
Il en fait son affaire, il se dit bon ça viendra peut-être avec le temps, et donc voilà, il se comporte bien avec elle, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est un très bon mari aussi, très gentil, très respectueux, donc entre guillemets, tout le monde s'arrange de ça, même si lui, bon, il aimerait bien qu'elle kiffe un peu plus, mais c'est comme ça, c'est la life. Jusqu'au jour où il y a un bal, et là, la princesse de Clèves et le duc de Nemours se rencontrent. Et là, coup de foudre, puisqu'en fin de compte, le duc de Nemours tombe fou amoureux de la princesse de Clèves, et la princesse de Clèves, elle se dit « Ah, c'est lui, le prince de Nemours !» Et donc, finalement, ben, gros crush aussi. Sauf qu'elle, elle est mariée maintenant. Voilà. Et comme sa mère lui a dit qu'il fallait être vertueuse, fidèle, machin, et que même si on pouvait pas faire confiance aux hommes, même si, en gros, eux, ils pouvaient aller de droite à gauche et machin, qu'on pouvait pas leur demander d'aimer, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on reste fidèle, on reste vertueuse, et on rentre pas dans les histoires de galanterie, de chichi-pompon et de passion de la cour. Donc, on fait attention, on reste bien propre et cool, honnête et tout. Ok, donc elle, ben, elle crush sur le duc de Nemours. Au final, au fur et à mesure du temps, ils comprennent que les deux crushent l'un sur l'autre. Mais ben, c'est un amour impossible, puisque du coup, la princesse de Clèves est mariée. Et donc après, il y a toute l'histoire, au fur et à mesure, pour savoir, ben, dans cette triangulaire, ce qui va se passer. Est-ce que le mari va se rendre compte ou pas ben, que la princesse de Clèves, elle crush sur un autre gars ou pas? Est-ce que la princesse de Clèves, ben, elle va aller vers ses désirs et du coup, elle va succomber au charme de Nemours ou pas du tout? Est-ce que Nemours, ben, lui, il est honnête avec elle, il a vraiment un vrai crush, ou au final, ben, c'est juste encore, on va dire, une nana qui lui plaît, mais finalement, après, il va passer à autre chose? Eh bien, tout ça, vous allez le découvrir en lisant La princesse de Clèves, les amis. Donc, dans ce livre, on peut se dire, c'est de la description, c'est un petit peu ennuyeux, c'est écrit en vieux français, du coup la lecture elle peut être un peu compliquée, puis de la manière dont il parle, des fois on est obligé de relire parce qu'on comprend pas vraiment ce qu'il voulait dire, puisque clairement il parle pas comme nous. Mais au final, on y retrouve de l'espionnage, de la trahison, de l'infidélité, on y retrouve des passions, on y retrouve des petites histoires, des entourloupes, des opportunistes, des choses comme ça. Et puis ben, surtout, on a une triangulaire. Voilà. Et en plus, on a même du stalking, parce que, il faut le dire, le duc de Nemours, à un moment donné, et souvent dans le livre, il stalk la princesse de Clèves, quand même. Donc on est quand même sur du stalking, déjà, en 1678, les amis. Il faut le dire. Donc si vous lisez entre les lignes, au final, il se passe beaucoup de choses. Il y a des quiproquos, voilà, entre les personnages, ils se font des films, il y a des lettres qui sont données, mais qui sont pas pour la bonne personne. Du coup, après, il y a des choses qui sont dites, qui ont été entendues. Enfin, il y a plein de quiproquos comme ça. Donc, au final, ben, c'est pas si éloigné de ce qu'on lit aujourd'hui. Alors après, c'est un livre d'histoire d'amour interdite et donc platonique, mais évidemment, il faut remettre à l'époque où ça a été écrit. Et clairement, en fait, la princesse de Clèves, ben, c'est la personne la plus vertueuse de la littérature. Voilà, on va pas se mytho, la nana, elle est... On lui a dit, t'es mariée, t'es fidèle, elle est mariée, elle est fidèle. Donc je peux vous dire que le duc de Nemours, ben, il s'accroche sévèrement pour pouvoir la draguer et tout. Mais est-ce qu'après il va y arriver? Je vous laisse découvrir ça si vous lisez le livre. Il n'empêche que ce livre, au final, il est hyper fourni. On a des plot twists, on a des petites intrigues, on a vraiment des petits indices de machin, on a des personnages secondaires qui reviennent, qui repartent, machin, tatati tatata. Il y a de l'historique, puisque du coup, on parle de la cour d'Henri II, et notamment, on parle de l'histoire de Nostradamus, qui avait prédit au roi qu'il allait mourir jeune, et finalement, ben, on a la scène où il se prend la lance dans l'œil, et où, finit Henri II, quoi. Donc c'est plutôt cool, parce qu'en plus dedans, ben, y a cette petite notion d'astrologie à l'époque où justement il y avait les deux parties de ben moi j'y crois et moi j'y crois pas. Donc vraiment il y a une petite scène où on a les gens qui disent oui moi je crois à l'astrologie, à ce qu'il dit, et moi j'y crois pas. Et du coup il y a ce petit débat déjà à l'époque qui peut être hyper moderne à maintenant, puisque du coup aujourd'hui il y a encore des personnes qui croient à l'astrologie, la médiumnité, la voyance et tout ça, et de l'autre côté d'autres qui n'y croient pas. Donc en fait j'ai trouvé ça hyper cool. Moi personnellement, ben ouais je l'avais lu, c'est sûr et certain, il me semble que je l'avais lu. Je l'avais déjà aimé à l'époque, et là je l'ai relu, et franchement, ben ouais, moi j'ai adoré La princesse de Clèves. Je dis pas que je le lirai 15 fois, mais je trouve que l'histoire est hyper intéressante, dans le sens où on retrouve beaucoup de choses que l'on a dans nos livres d'aujourd'hui. Donc si vous le remettez un petit peu à notre époque, mais le livre, pour l'époque, est hyper moderne.
Donc après, on a ce côté de justement la réflexion, l'amour interdit. Donc on a plusieurs points de vue. On a le point de vue du duc de Nemours, on a le point de vue du mari, le prince de Clèves, on a le point de vue de la princesse de Clèves. Alors le seul truc, c'est que dedans, il n'y a jamais de prénom. Donc on sait pas, il n'y a pas de Elisabeth, Bernard, Julio, on n'en sait rien. C'est toujours appelé que par leur titre. Donc on entend parler que de princesse, de prince, de duc et tout ça. Donc il n'y a pas de prénom. Donc ça met un petit peu une barrière, on va dire, avec les personnages, puisque du coup on les connaît sans vraiment les connaître. Mais il y a quand même tout le côté psychologique aussi de comment est vue la situation par tel et tel personnage, comment elle est vécue, les quiproquos qu'il peut y avoir, le fait de elle-même, alors je crois qu'elle m'aime, mais finalement j'en suis pas sûre, et puis mais lui je crois qu'il m'aime, mais non j'en suis pas sûre. Et du coup il y a tout ce côté-là aussi que l'on retrouve dans nos lectures aujourd'hui. Hein. Clairement dans nos romances, dark romance, new romance, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc franchement, le livre est hyper moderne pour l'époque à laquelle il a été écrit. Donc franchement, allez-y, lisez-le. Je vous le dis avant de faire tout le truc, allez-y, moi je le conseille. Clairement, parce que ne serait-ce que pour voir un petit peu comment la littérature, justement sur tout ce qui est simple, par rapport au roman psychologique et amour et sentimental, on va dire, voir comment on a pu puiser dans nos littératures classiques pour en arriver à nos lectures d'aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a pas tant de différence que ça. C'est simplement l'époque qui a changé au final. Donc, pour quel public? Alors là, tout public, de toute façon, il est étudié au lycée. Donc oui, je pense qu'il faut être, seconde, première pour pouvoir le lire. Parce que voilà, on est quand même sur de la littérature classique. Voilà, il y a la manière de s'exprimer, tout ça, qui peut être parfois compliqué à comprendre. Parce que voilà, parfois il va y avoir un dialogue et la manière dont il s'exprime, on comprend pas vraiment l'idée de ce que voulait dire la personne. Donc il faut relire. Donc oui, il faut quand même avoir un certain niveau, on va dire, littéraire pour vraiment comprendre, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut aimer lire, quoi. Voilà, là, première, seconde, c'est-à-dire qu'en gros, même à l'âge de 14-15 ans, on peut le lire, il n'y a pas de souci. On peut très très bien le lire, il n'y a pas de problème. Pour mon personnage préféré, je dirais le duc de Nemours. Pourquoi? Parce que finalement, lui, disons que c'est celui qui va évoluer le plus, qui va opérer le plus gros changement dans sa vie, on va dire, dans sa manière d'être. Et j'aime bien le personnage. Voilà, je trouve qu'il est intéressant, il est honnête. Donc pour moi, c'est mon personnage préféré. C'est le moins drama queen, on va dire, même de l'histoire. Le personnage moins aimé... J'en ai pas vraiment, parce que après les autres personnages, c'est surtout le côté historique et les histoires de la cour d'Henri II. Donc, personnage moins aimé, je dirais pas, parce que j'en ai pas vraiment. Comme ça, il y a personne qui me vient. Le personnage que j'aurais voulu connaître plus, peut-être la maman de la princesse de Clèves, du coup, donc Madame de Chartres. Puisque finalement, elle en connaît pas trop son histoire. On sait pas pourquoi elle a voulu que sa fille soit hyper vertueuse comme ça. Pourquoi elle lui a toujours dit, entre guillemets, que il faut se marier, mais que surtout qu'elle croit pas en l'amour et que l'amour ça n'existe pas et que de toute façon un homme reste pas fidèle. Donc pourquoi avoir mis ça dans la tête de sa fille? Alors je suppose que c'est par son expérience, mais du coup peut-être en savoir un peu plus sur elle par rapport à son propre mariage à elle. Et comme ça, on aurait pu comprendre pourquoi elle a éduqué sa fille de cette manière-là. Ce que j'ai apprécié dans le livre, l'histoire en fait. Alors j'ai aimé le côté historique, alors même si franchement c'est fouillis, dans le sens où il y a beaucoup de détails, où il y a beaucoup de personnages. Alors il y en a qui sont certainement historiques, peut-être d'autres non, mais franchement moi les trucs de cour là, de la royauté, les alliances, les non-alliances, les trahisons, les machins, le roi, la reine, la maîtresse, le truc et tout, franchement avec les noms j'ai pas tout compris. Donc en fait ça je l'ai lu un peu en diagonale en disant bon allez vas-y passe, parce que j'ai essayé de m'imaginer un peu mais trop de personnages, donc j'ai pas tout compris à l'histoire de la cour de Henri II de l'époque on va dire. Mais sinon j'ai apprécié ce côté historique, puisque quand vous faites, c'est avec les vrais noms et tout des vraies personnes qui ont existé à la cour, donc j'ai bien aimé, parce qu'il y avait un côté quand même réaliste à l'histoire, donc j'ai bien aimé. Et puis parce que l'histoire, en fait, la triangulaire, je la trouve hyper intéressante. La façon dont la princesse de Clèves, en fait, se préserve pour éviter, entre guillemets, de fauter. Ouais, j'ai beaucoup aimé, en fait. Et puis, voilà, c'est le côté littérature classique, donc j'ai beaucoup apprécié. Et le fait de retrouver
des petits détails, des petits trucs modernes que l'on peut retrouver dans nos lectures d'aujourd'hui, je trouvais ça hyper intéressant. Je pense que c'est un livre à plusieurs lectures. Donc, moi j'ai apprécié. Ce que j'ai moins aimé, bon, c'est peut-être le côté un peu littérature classique où il y a des choses, des fois, où j'ai pas trop compris. Hein. Je vais vous le dire honnêtement, pourtant j'ai fait un bac L, mais on se déshabitue à lire de la littérature classique. Là, je commence à les mélanger un peu et d'en reprendre dans mes lectures, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, et me remettre dans des dialogues à ces époques-là, voilà, dans les cours de rois, des choses comme ça, où tout est très dit, mais toujours de manière presque un peu métaphorique, où on dit les choses mais sans vraiment les dire, où, vous voyez, où il manque un peu de franchise, on essaie de faire comprendre, mais sans, il faut que la personne comprenne, mais pas trop non plus. Oh là là, c'est un peu prise de tête. Donc voilà, ce que j'ai moins aimé, c'est le côté un peu trop, voilà, un peu trop classique, voilà. Mais c'est simplement parce que je me suis déshabituée à lire ce type de lecture-là, tout simplement. C'est juste vraiment pour dire quelque chose que j'ai moins aimé. Et puis la fin, voilà, je vais vous dire honnêtement, la fin un peu deg, voilà. Mais bon, ça va avec les personnages, donc je comprends je comprends que l'histoire se termine comme ça. Mais j'ai du mal à accepter la fin. J'aurais préféré une autre fin, quoi. Voilà. Bon, c'est juste ça. Alors, le mec, il en trouve pas. Alors, on va dire que les deux protagonistes principaux sont le prince de Clèves et duc de Nemours. Alors, le prince de Clèves, ouais, parce que franchement, le gars, à la base, il est honnête et tout. Hein. Franchement, il est honnête, il aime vraiment sa femme, il est fidèle, il fait en sorte qu'elle soit bien, il est à l'écoute, il est respectueux, il prend en compte quand même ses états d'âme, il prend en compte... ses besoins aussi. Donc c'est pas le gars qui a épousé une nana et qui s'en fout quoi, qui la met après de côté, c'est ma femme. Non non, au contraire, il est investi dans ses affaires, il la montre aussi tout ça, machin. Enfin je trouve que c'est quelqu'un de hyper respectueux. Donc oui, prince de Clèves, moi il y a pas de problème, il sonne, je laisse entrer parce que c'est un très grand gentilhomme et du coup j'apprécie beaucoup le personnage. Pour le duc de Nemours, eh bien, écoutez, c'est pareil. Alors, après, le duc de Nemours, vous savez, c'est un peu ce beau gosse, là, qui a déjà eu 110 maîtresses. On ne sait pas si on peut lui faire confiance ou pas, s'il va être fidèle ou pas, si on est simplement juste un nouveau défi ou autre. Mais il n'empêche qu'il est quand même très respectueux. Il respecte aussi la princesse de Clèves. Jamais il ne la... Enfin, jamais. Jamais il la met, on va dire, consciemment en danger et... il fait en sorte de la préserver quand même et de préserver sa réputation. Donc oui, le duc de Nemours aussi, pas de problème. Vu comment il évolue dans le livre, je dirais oui, je le laisse rentrer. La princesse de Clèves, est-ce que ça pourrait être ma pote? Alors, dans un sens oui, parce que elle est mignonnette, elle est gentille, elle est honnête, elle est fidèle. Donc si c'est quelqu'un qui est fidèle à son mari, c'est quelqu'un qui est fidèle aussi en amitié. D'ailleurs, on le voit avec Madame la Dauphine, par exemple, les personnages féminins avec lesquels elle s'entend bien dans le livre. Elle est honnête, elle est là, elle est présente pour eux, elle est stable en fait dans ses relations. C'est quelqu'un qui aime pas les cancans, qui se mêle pas de la vie des uns et des autres, qui est plutôt discrète. Donc oui, ce côté-là, j'aime bien. Après, le côté un petit peu trop coincé et un petit peu trop vertueuse et tout, bon, on a envie de lui dire meuf, lâche-toi, quoi. Voilà. Parce qu'à un moment donné, clairement, la nana, elle se prive elle-même du bonheur, quoi. En fait, il n'y a rien qui lui est interdit et en fin de compte, elle s'en prive quand même. Donc là, je trouve que c'est un petit peu trop excessif. Et donc du coup on se dit non, la nana est trop butée en fait, elle est trop dans ses valeurs et enfin non, en fin de compte elle a pas vraiment évolué quoi, ou alors elle a mal évolué, donc c'est dommage. Voilà, donc ça pourrait être ma pote, ouais, mais je pense que c'est le genre de nana à un moment donné, vous la voyez plus parce qu'elle s'enferme dans son trou et point quoi. Voilà, il y a un moment donné je pense où il y a cassure de relation parce que finalement elle reste bloquée sur ses idées on va dire. Alors est-ce que je conseille ou pas? Ouais, moi je conseille, ne serait-ce que juste pour avoir déjà lu la littérature classique et pour voir comment étaient écrits avant les histoires et pour voir en fait comment aujourd'hui on puise notre inspiration dans ces livres-là. Parce que finalement ça c'est le fondement de tous les livres que vous lisez aujourd'hui. Mais clairement quoi. Donc c'est une belle histoire d'amour. Alors platonique, hein, on va pas se mytho puisque là on est sur voilà de la relation très vertueuse quoi, voilà, mais bon c'est de l'époque on va dire, donc
très bien. Moi, franchement, je vous conseille. Clairement. Après, bah, à vous de voir si la lecture vous plaira ou pas. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est quand même un livre à lire au moins pour se faire son avis, quoi. Voilà. Voilà pour les lectures de la semaine, les amis. Ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou lu l'un ou l'autre, c'est mieux comme ça, hein, l'un ou l'autre de ces livres, ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Ma prochaine lecture, c'est Scandale de L.J. Chen. Donc ça, c'est aux éditions Hugo Poche et il est à 8,50 €. C'est un livre qu'on m'a prêté. Donc c'est une new romance. Donc je vous lis le résumé et on en parlera la semaine prochaine. Donc Jude a de gros ennuis. Non seulement elle doit trouver très vite un emploi qui lui permettra de payer les frais médicaux de son père qui souffre d'un cancer, mais elle a commis une grosse erreur. Après une nuit de folie avec celui qu'elle a cru être un touriste français, elle est partie au petit matin, emportant avec elle son portefeuille bien garni. Moche. Elle n'est pas très fière d'être devenue une voleuse, mais Céliane semblait très aisée et il va rentrer chez lui. Elle a peu de chances de le revoir. Jude a pourtant la très désagréable surprise de découvrir qu'il travaille à un poste éminent dans le groupe de presse qu'elle va intégrer. Ça pue! Non seulement elle va devoir assumer son vol, mais l'alchimie fabuleuse qu'elle avait partagée avec Céliane, Célian, je sais pas comment on dit, est encore là, vibrante. Elle a toujours rêvé d'être journaliste, elle a besoin de cet emploi, mais comment travailler avec Céliane sans sombrer dans le scandale? Donc c'est une liaison brûlante au bureau cette fois-ci. Voilà, donc on change un petit peu de milieu, les amis. Mais celui-là, du coup, je vous en parle la semaine prochaine. Je vous dirai ce que j'en pense. Apparemment, il est très très bien. On est un petit peu dans du style 50 nuances degrés, d'après ce que m'a dit mon ami. Donc, je vous dirai ça la semaine pro. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. 51 minutes, les amis. Tout ça pour 2 livres. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aussi des lectures, vous hésitez à les lire et vous avez envie d'avoir mon avis avant de vous lancer, eh bien mettez-moi le nom du livre, du coup le titre avec le nom de l'auteur. Je ferai mes recherches, je verrai si je peux le trouver, donc soit en e-book, soit en format papier. Et comme ça, ben, je le lirai pour vous et je vous en dirai ce que j'en pense. Et comme ça, ben, vous verrez si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure ou pas. Voilà, et puis ben, n'hésitez pas non plus à me dire les livres que vous avez aimés, les conseils que vous avez à me donner sur telle ou telle lecture. N'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.